Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Apprentie sorcière. Alors si comme moi, vous voyez la sorcière en train de faire ses petites potions dans son chaudron, de faire des pentacles, de travailler avec toutes sortes de magie, eh ben vous êtes au bon endroit parce que ce soir j'ai une magicienne exceptionnelle qui est alchimiste. Elle travaille à différents niveaux sur différents plans. Elle travaille les runes, elle travaille les vibrations divines. C'est ce qu'on va voir aussi ce soir. J'ai le grand plaisir d'accueillir Nathalie Limoges. Nathalie, bonsoir. Bonsoir Julie, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi ce soir. Alors, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Je suis très, très heureuse. Tu viens de sortir un nouveau livre parce que tu as écrit plein de livres. Je le montre. Le tout nouveau, c'est les 72 vibrations divines. C'est ce que je disais dans l'intro. C'est chez le Lotus et l'éléphant. On va parler de tout ça. Mais moi, je t'ai connue sur les runes. Et parce que tu as écrit la Bible des runes. La voici, la voilà. Ça, c'est un gros pavé. C'est vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les runes. Donc, on va parler aussi un peu des runes. On va parler des vibrations divines, voir s'il y a des ponts entre les deux, etc. Mais est-ce que tu veux peut-être te présenter d'abord, parce que je l'ai fait très succinctement. C'est vrai que tu as un parcours assez impressionnant et je veux bien t'entendre le dire. Bah si. Je pense que tu as dit l'essentiel, très chère Julie, mais je veux bien me présenter. Alors, moi, j'ai tendance à me présenter comme étant une conteuse, parce que ce que j'aime, c'est raconter les histoires, ou en tout cas les écouter. Et c'est ça que je trouve qui donne la beauté du monde, c'est de comprendre les histoires de chacun et de pouvoir les faire vivre. Parce que je pense qu'une histoire qui n'est pas racontée est une histoire qui meurt et que donc on est vivant grâce à nos histoires, en tout cas celles qui nous précèdent et celles qui nous font. Alors, c'est pour ça que j'aime bien me présenter comme une conteuse. Et voilà, bah, j'ai bien entendu d'autres outils dans mon escarcelle, si je puis dire, puisque tu l'as dit. J'aime beaucoup les runes. J'aime les runes. Je les ai beaucoup fréquentées. Je trouve ce sont des grandes rêveuses. Et moi, le temps du rêve, c'est un temps que j'aime. Donc, par conséquent, les runes m'invitant dans leur rêve collectif, eh bien, c'était une aventure à côté de laquelle je ne pouvais pas passer. Et puis, ben, j'ai la chance aussi d'avoir un grand ami qui est mon maître en cabale, qui est Georges Elaï, que je salue au passage. C'est un ami de longue date, pratiquement 23 ans, et c'est vrai que j'ai cette chance parce que c'est un grand monsieur qui est un grand kabbaliste et il a cette manière de partager la cabale d'une manière très ouverte, en permettant en fait à chacun de trouver sa propre connexion au merveilleux. Et donc, c'est à lui que je dois d'avoir fait beaucoup de liens, de m'être beaucoup trouvée dans les runes, ce qui est paradoxal, et dans les vibrations divines que je viens de sortir aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et voilà, donc ça c'est aussi un de mes beaux parcours. Je tire le tarot, bien entendu, le tarot et les lettres hébraïques sont aussi des lames et des lettres qui nous parlent de l'âme et de l'être. Donc, fatalement, ce sont des choses qui vont bien ensemble. Et puis, bah voilà, je pense que j'ai bien fait le tour, en tout cas en ce qui concerne mon côté professionnel. L'alchimie aussi, tu pratiques l'alchimie. Je Oui, vois que tu fais des c'est vrai. flacons splendides qui sont des Oui, parfums. oui, c'est vrai. Je suis ce qu'on appelle une alchimiste opérative, puisque j'ai un grand labo dans lequel je travaille, mes élixirs et surtout mes parfums, parce que je pense que si je n'avais pas été conteuse, je pense que j'aurais été un nez, tu vois. Et donc, j'aime les odeurs, j'aime ça. Et donc, dans mon labo, je dis toujours que je suis une alchimiste mercurielle, c'est-à-dire que j'aime bien travailler. Enfin, Mercure, c'est mon chouchou. Toi qui es une astrologue passionnée, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que, bah oui, Mercure dans son côté passeur, dans son côté messager, dans son côté très volatile finalement, eh bien, dans son côté psychopompe, c'est une de mes facettes en alchimie opérative puisque j'élabore dans mon labo
ce que j'appelle un mercure très, très, très pur et qui est ma matière première. C'est-à-dire que je monte mon alcool d'une certaine manière et quand il est très avide, très volatile, puisque on le sait, hein, Mercure, c'est le dieu des voleurs, eh bien alors il va chercher, capturer cette essence qui est partie dans une plante qui est apparemment morte et qui vient la réveiller presque par un baiser pour lui redonner les couleurs d'antan ou les parfums d'antan. Oh, c'est magnifique. Et alors dans les plantes que tu travailles, je voyais l'autre jour sur Facebook, non, sur Insta, tu partageais l'image d'une datura. Tu avais croisé une datura en disant l'agriculteur va pas être content. C'est une plante qui est toxique. Alors voilà, la sorcière, elle joue aussi un peu avec le feu parce que faut savoir bien manœuvrer ce genre de plante maîtresse. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que dans un laboratoire, le principal, c'est l'expérience. Et de temps en temps, on fait de mauvaises expériences, mais ça fait partie de l'expérience. Je raconte toujours à mes élèves, quand je leur parle des premières fois où j'ai fait ce qu'on appelle une teinture alchimique, eh bien, j'avais fait dans mon laboratoire, j'avais travaillé une plante qui est une impératoire des montagnes, c'est-à-dire pas du tout une plante toxique comme la datura, puisque l'impératoire, on la met en salade, elle parfume les plats, enfin, tu vois, on la mange, etc. Sauf que quand on la travaille d'une manière un peu particulière, ben on la condense, on on exalte ses principes, on exhale ses parfums. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se condense assez fort et ça peut être très fort, très 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 fort. Seulement, moi, j'avais à l'époque, il me manquait beaucoup d'humilité. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir travaillé une impératoire dans mon labo, ben, je l'ai bu parce que la teinture était passée au rouge en laissant du vert en même temps. Et je m'étais dit, ça y est, j'ai fait une pierre liquide, ce qui est le terme d'élixir. J'ai fait une pierre liquide, rien ne peut m'arriver puisque je l'ai fait, j'ai fait une clope. Et évidemment, c'est une chose qu'il ne faut pas faire parce que j'ai été très, 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 très malade pendant très, très longtemps. Et je pense que c'est comme ça, si tu veux, que le règne végétal, ou en tout cas l'âme végétale, m'a permis, en tout cas, d'entrer en contact par les rêves avec elle, mais c'était au détriment de ma santé. Donc, ce qui fait que ce n'est pas toujours à faire. Ça n'est pas toujours à faire, il faut savoir ce qu'on fait. Effectivement, dans l'expérience, il y a parfois des loupés. Et C'est ben, ça. écoute, merci pour ce partage en toute humilité. Je voulais qu'on parle aussi, alors, est-ce qu'on commence par parler des vibrations divines ou est-ce qu'on commence par parler de ton oracle de l'hyperborée? Parce que tu as fait un oracle qui est auto-édité, celui-ci, je crois. Oui. Je vais montrer la couverture du livret parce qu'il est juste d'une beauté. Je ne sais pas, l'image ne rend pas parce qu'il y a de la lumière, mais il est tellement beau. Je ne sais pas avec qui tu travailles pour les dessins. Il est vraiment… Je vais peut-être te décevoir parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'oracle d'Hyperborée, je l'ai conçu avec l'IA. Ah, mais ça ne me déçoit pas du tout. Au contraire, moi, je trouve ça très bien. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, on va brièvement en parler, mais on va revenir vraiment sur les 72 vibrations divines. Mon oracle d'Hyperborée, ce qui s'est passé, c'est que, invité dans les rêves des runes, les runes ont commencé à me raconter plein de choses. Et surtout, vraiment, une civilisation particulière qui a disparu un jour et qui était la civilisation des géants. Et moi qui n'y connaissais vraiment rien du tout, mais absolument rien du tout, et je ne voulais pas trop, si tu veux, commencer à me perdre dans ce genre de choses. Au début, j'ai refusé l'information. Je me suis dit pas du tout, je fais des rêves un peu, je vais arrêter de boire du vin avant d'aller dormir et puis ça ira très bien. Sauf que au fur et à mesure, j'avais ces mêmes rêves récurrents, vraiment avec des données sur une certaine île d'Hyperborée. Et j'avais des sortes de géants blancs qui me donnaient des informations. Là où ça commençait à devenir flippant, si tu veux, ou flippant ou merveilleux, c'est selon, c'est que dans la cour où j'habite une grande ferme en carré rose, j'ai une de mes amies qui est céramiste. Et qui habite dans un des petits locaux qui se trouve en face de ma maison. Et elle est venue un jour,
travailler sa terre et j'ai vu, sous mes yeux éblouis quand je suis allée lui dire bonjour, j'ai vu qu'elle avait, rentré dans la terre les géants dont je rêvais chaque nuit. Et donc, j'étais un peu, ça m'a fait un drôle de choc. Je lui dis: «Mais Claudine», puisque c'est Claudine et que je salue aussi au passage. Je dis: «Claudine, mais qu'est-ce que tu as fait?» Et alors elle dit: «Ben, je sais pas, mais je pense qu'on est branchés sur le même rêve». Et puis, à partir de là, je me suis dit: «Bon, Nathalie, écoute, la seule chose que je pense que tu peux faire, c'est, comme on l'a dit à propos de ce que je fais dans mon labo, c'est de le travailler par l'expérience». Donc, avec Claudine, qui est une créatrice de génie, pendant à peu près 1 an, à peu près à raison d'1 fois par semaine, j'ai commencé à faire rentrer ce que je voyais, c'est-à-dire ces végétaux qui avaient un peu disparu, ces notions de multidimensionnalité, ces notions qui étaient un peu particulières, je les ai fait rentrer dans des grandes lames, en tout cas dans des grands papiers. Je dessinais et j'essayais de faire rentrer cette notion. Alors, pas mal de gens regardaient mes grands tableaux et s'apercevaient qu'il y avait quelque chose, mais c'était en fait encore trop dans l'esprit, si tu veux. C'était pas encore, c'était pas encore assez ancré, si je puis dire. Et donc, j'avais essayé de trouver un graphiste qui pouvait comprendre ce que je voulais, mais il n'arrivait pas. Il se disait, mais bon, c'est une blonde folle, là. Elle a dû boire trop d'élixir dans son labo. Et donc, finalement, en aiguisant mes prompts, puisque c'est de ça qu'il s'agit avec l'intelligence artificielle, en aiguisant mes prompts, je suis arrivée vraiment à avoir quelque chose d'assez extraordinaire. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Le bruit que tu entends, c'est le temps qui nous fait des blagues. Il pleut très très fort sur ma fenêtre. Ça va, c'était parce que j'avais peur de faire du bruit pour les auditeurs. Et donc, si tu veux, en épurant mon prompt et en le retravaillant, je suis arrivée à tirer un fil, le fameux fil d'or d'Hyperborée. Ce fil d'or que j'ai pu faire rentrer dans la matière. Et j'ai été très étonnée, si tu veux, de ce que l'intelligence artificielle était capable de rendre sur des notions qui étaient encore vraiment très, en tout cas, encore un peu de l'autre côté du voile, puisque j'avais eu la chance aussi avec Romuald Le Terrier qui était venu chez moi. On avait co-animé un atelier pendant une après-midi et avec les participants, on avait vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui passait de l'autre côté de la membrane, tu vois. Et donc, ça avait commencé à faire rentrer aussi tout ça dans la matière. Et je m'aperçois que c'est peut-être moi, tu sais, mais je pense que d'ici 2-3 ans, Hyperborée sera une notion qu'on entendra plus souvent. Ah, je l'espère, parce que vraiment, elle est très inspirante. Je vous montre quelques images. Et moi, j'ai tendance à croire que l'intelligence artificielle, c'est un peu notre futur qui vient nous faire coucou. Tout à fait. Comme aime le répéter Romuald Le Terrier. Exactement. Donc, effectivement, voilà, c'est aussi un oracle en tant que tel. Et les images sont vraiment sublimes. Je te remercie. C'est le monde de l'Hyperborée. Donc, il y a un lien entre l'Hyperborée et les runes. Hein. Elles seraient nées en Hyperborée, les runes? Oui, elle serait née en Hyperborée. Elle serait née. D'ailleurs, c'est pas à toi que je dois l'apprendre, hein, mais quand on écoute la Völva qui raconte dans l'Edda de Snorri le début du monde, eh bien, elle raconte finalement une rencontre entre la glace et le feu, et puis de toute cette eau et de lavage primordial, il y a les géants là, Ymir qui naît, et puis toute la race des géants. Les dieux viennent après. Hein. Il y a d'abord les géants. Les géants, qui seraient donc vraiment venus sur Terre, alors dans une dimension qui est peut-être pas la nôtre, mais en tout cas… Au début, peut-être dans la nôtre. Il y a vraiment des travaux qui sont vraiment très intéressants. Peut-être le connais-tu, d'un journaliste anglais qui s'appelle Graham Hancock. Hancock, bien sûr. Ah oui.
Et donc, ben voilà, donc quand on commence un peu à gratter, on se dit, tiens, il y a quand même des choses qui sont bizarres. Pourquoi est-ce que le Groenland s'appelle le Groenland? Greenland, c'est Ouais, la terre verte, hein. Bon, et puis après tout, quand on commence à gratter, on se rend compte qu'il y a une péninsule qui s'appelle la péninsule de Kola, qui se trouve entre la Finlande et la Russie, où il y a un temple énorme, énorme, dans lequel il y a des runes qui sont très, très anciennes. Donc, ah ouais. on commence à se dire, tiens, tiens. Et puis, c'est vrai que tout, tu sais, tout bêtement, si on veut, tout pragmatiquement, si je puis dire, eh bien, on va lire les anciens Grecs. Et les anciens Grecs, eh bien, il y en a beaucoup qui parlent de cette civilisation d'Hyperborée. Bien sûr. Ah, moi, Et les... ils font la différence avec l'Atlantide, hein. Oui. Platon fait la différence entre les Hyperboréens et l'Atlantide. Par exemple, comment est-ce qu'il s'appelle? Pythagore disait que toute sa science des mathématiques lui venait d'Hyperborée. Ah, voilà. Moi, je suis persuadée qu'il y avait des civilisations, effectivement, qui nous ont précédés et que, par orgueil, on a du mal à les regarder en face. Mhm. Mais il y a des choses qui collent pas, effectivement, sur la ligne du temps et qui sont excavées aujourd'hui. Et on sait, voilà, il y a encore du travail à faire du côté des archéologues. Messieurs, mesdames, sortez vos pelles et vos pioches et trouvez-nous un peu les sagesses anciennes parce qu'on en a besoin pour savoir où on va et on a besoin de savoir d'où on vient. Et heureusement, Oui, oui, tu as raison. Et puis, je trouve que ça ne remet pas en question la beauté des civilisations qu'on a déjà explorées, mais peut-être que le temps n'est pas aussi linéaire que ce qu'on croit. Excuse-moi, je t'ai coupé parce que tout tu à fais fait. Non, non, pas chose. du tout. Écoute, on va clore le sujet de l'hyperborée. Il y a donc ce très très bel oracle qui est en auto-édition qui est sur ton site. Vraiment, moi, je vous invite, si vous aimez les oracles, si vous aimez les anciennes civilisations, allez-y, plongez. On va parler à présent de vibrations divines et on va rentrer dans la Kabbale. Alors, tu nous as parlé de la Kabbale, mais est-ce qu'on peut faire quand même une petite description de ce que c'est pour quelqu'un qui nous voit et qui n'a jamais entendu ce mot? Ça arrive, ça arrive. Alors, la Kabbale, le mot Kabbale veut dire réception. Donc, finalement, c'est un état d'être pour recevoir, si on peut dire, une certaine description de ce qui s'est passé dans la création, on pourrait dire. Alors, pour moi, la Kabbale telle que je l'ai apprise, parce que, bon, il y a différentes Kabbales. Il y a une Kabbale très religieuse, tu vois, de cette cabale religieuse parce que ça serait pas mon rang, ça serait pas mon propos, etc. Donc je pourrais pas en parler. Il y a aussi une cabale qui est dite plus hermétique, c'est-à-dire qui est un peu, on pourrait dire matinée de néo-platonicisme, de néo-Aristoté. Oui, comment? De tout ça, de toutes ces philosophies qui sont revenues à la Renaissance et qui ont fait, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris et c'est comme ça que je le partage, qui ont fait, si on peut dire, les beaux jours, des interprétations sur le tarot et aussi de l'alchimie, puisque l'alchimie se base sur une certaine cabale, mais qui est très hermétique dans le sens où il y a un arbre de vie, où il y a des dieux grecs, et ça, effectivement, dans une cabale puriste, tu ne trouverais pas. Bon, bref. Donc, tu vois, il y a différentes cabales, et il y a une cabale que moi, j'ai étudiée avec mon ami Georges Lailly, dont j'ai déjà cité le nom, qui est une voie d'ouverture vers le merveilleux. Et c'est vraiment une cabale en général, enfin en tout cas moi, la manière dont il me l'a transmise, je trouve que c'est vraiment une vraie voie vers l'émerveillement. Et on pourrait écouter mon ami Georges justement parfois tenir 2 jours sur le premier mot de la Bible, qui est le fameux Bereshit, et tu pourrais l'écouter, ouvrir ce mot, t'en donner toutes les notions, la géométrie et tout ça, et tu te dis waouh, encore une fois par rapport à ce qu'on a dit au sujet de l'oracle, tu te dis quand même avoir un livre aussi construit qui arrive de nulle part, soi-disant porté par des laboureurs, tu te dis encore une fois, waouh,
C'est bizarre. Tu te dis, waouh, c'est terrible ça. Mais bon, ça peut, hein, ça peut. Mais enfin, voilà, on peut aussi regarder peut-être plus avant s'il n'y aurait pas d'autres choses qui auraient été là peut-être avant. Bref, tout ça pour expliquer que quand j'ai rencontré, enfin, quand j'ai eu les enseignements de mon cher Georges, il a, à un moment donné, lors d'un cours, il a beaucoup parlé des 72 noms du fameux Shem HaMeforash, c'est-à-dire le nom explicite. Et en gros, si tu veux, c'est basé sur un livre de l'Exode et c'est peut-être, on pourrait dire une des histoires les plus célèbres puisque c'est Moïse qui sort d'Égypte avec son peuple derrière lui. Il est poursuivi par Pharaon, il est poursuivi par l'armée de Pharaon. Et à ce moment-là, il faut qu'il fasse un miracle et il écarte la mer Rouge. Et on dit dans l'Exode qu'en fait, cette mer Rouge qui s'est écartée, eh bien, c'est quand il a, en tout cas, fait vibrer les 72 facettes du nom de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a 72 et qu'est-ce que c'est que ces 72 facettes? C'est parce que dans cette Kabbale, ou en tout cas dans la Kabbale tout court, le nom de Dieu, le fameux tétragramme qu'on peut voir parfois, le Yod He Vav He, est un nom qu'on ne peut pas prononcer. Alors, on ne peut pas le prononcer parce que c'est interdit, on ne peut pas le prononcer parce que, en fait, c'est un nom qui existe au passé, au présent et au futur en même temps. Et donc, c'est une notion qui, pour nous, qui sommes soumis à un espace-temps, à un début et à une fin, eh bien, c'est difficilement concevable. Tu vois, c'est difficile de l'appréhender dans cet espace-temps bien défini. Alors, c'est pour ça que cette notion incroyable a été scindée en, on pourrait dire, 72 morceaux qui, à chaque fois, explicitent une partie de ce truc, de cette notion incommensurable qui est qu'on a du mal à définir. Et donc, en le faisant rentrer dans l'espace-temps, c'est aussi 72 vibrations qui scandent le temps tel qu'on le connaît. Donc, c'est pour ça que aussi, il y a certains astrologues qui emploient ces 72 vibrations parce qu'elles découpent le temps en période de 5 jours. Parfois, elles reviennent une journée tous les 72 jours, etc. Elles reviennent 5 fois. Et donc, on peut même scander la journée en 20 minutes chaque fois. Et donc, on arrive aux 72 vibrations au cours de la journée de 24 heures. Donc, tout ça pour dire que, oui, c'est une manière effectivement, de pouvoir découper le temps, mais de découper le temps en considérant qu'il y a à chaque fois une sorte de flux qui s'ouvre, un flux qui est sous l'égide d'une vibration particulière, et que si on arrive à passer par ces 72 vibrations, eh bien, on atteint finalement quelque chose qui est de l'ordre du miracle. Et que donc, tout est permis. C'est ça, le divin incarné. Parce qu'effectivement, peut-être on peut le redire, mais tu l'expliques très bien dans ce livre, le divin, il ne faut pas l'imaginer comme à l'extérieur de soi, hein, mais plutôt comme une invitation à l'expérimenter en nous, parce que voilà, on a tous ces facettes-là qui vont s'exprimer, mais de façon inconsciente. Et l'idée, c'est de mettre de la conscience. C'est ça, c'est de mettre de la conscience, de comprendre que peut-être, oui, dans ces flux qui s'ouvrent et dans ces teintures un peu particulières, eh bien, je peux me réapproprier ça. C'est-à-dire que peut-être c'est quelque chose qui chez moi ne vibre pas tout à fait bien. Je peux me mettre au diapason par rapport à ça et donner la meilleure facette de moi-même avec ce flux qui s'ouvre. C'est ça. Alors, on va peut-être rester dans les chiffres. Moi, j'ai beaucoup aimé ton explication autour du 9 et de cette échelle cosmique. Il y a vraiment, on se rend compte que quand, voilà, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit, et tu l'expliques de façon très brillante dès les premières pages de ton livre. Est-ce que tu veux nous en toucher un petit mot? Tu parles des respirations, du fait oui, que oui, c'est quand même incroyable. Oui, c'est sûr que ça vous pourrez le découvrir vraiment très bien, c'est que effectivement, il y a 72 vibrations divines et tu dis le rythme cardiaque est de 72 pulsations minutes. Oui, c'est ça.
c'est quand même pas. On ne le savait pas à l'époque. Enfin, je ne sais pas si on le savait, mais a priori. Et qu'on a 72 muscles mobilisés pour parler, pour faire entendre notre voix. Et on le sait, hein, que toujours le 9, parce que c'est 72, j'allais dire 72, hein, excusez-moi, Oui, je suis belle. Hein, 72, c'est 7 plus 2, c'est du 9. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup tourné autour de ce chiffre symbolique, mais qui annonce toujours, en fait, une transformation. Le 9 est quelque chose qui, on peut le regarder partout, hein. À chaque fois qu'on voit du 9, on sait qu'on est dans une étape de transformation et que quelque part, il y a quelque chose par lequel on va devoir passer. D'ailleurs, on le dit, hein, dans le langage, finalement, c'est ça, hein, on dit bah, quoi de neuf? c'est ça. C'est vrai. Et en Kabbale, d'un certain côté, dans cette Kabbale que j'ai apprise, eh bien, c'est la question qui permet d'être dans le futur. Et quand on dit quoi de neuf, c'est en fait, on ne vous enferme pas dans quelque chose, dans une sorte de tiroir dans lequel vous êtes une fois pour toutes tel qu'on vous a rencontré. Et c'est ce que nous explique Georges Haï, c'est qu'en disant quoi de neuf, en posant une question, on remet du mouvement. On se redit que finalement, la personne qui est en face de nous, ben, elle a peut-être quelque chose de neuf à nous apporter. Et donc, on doit quelque part revoir toutes les conceptions qu'on avait sur elle. Et ça, moi, j'aime bien ça. Ah bah oui, Être enfermé dans un tiroir. Donc, je trouve ça très sympathique. c'est ça. Et puis c'est la sorcière aussi qui change de peau, c'est la mue. On a Saint-Auré qui nous écoute ce soir, qui nous dit qu'il est chemin de vie neuf. Alors, bah, bravo, hein, parce que c'est un chemin de vie avec beaucoup de challenges à relever et souvent, c'est pas donné à tout le monde. Donc, félicitations, Santoré, et puis bon courage aussi, parce que voilà. C'est un peu c'est aussi le neuf, c'est aussi l'œuf cosmique, hein, dans lequel il va se passer quelque chose et qui va éclore sur une autre réalité. Donc, voilà, c'est très poétique et en même temps, c'est très concret. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton travail, c'est que tu travailles la matière. Donc, on le disait, tu fais des élixirs, tu fais des choses. Avec les runes, tu fais les runes, tu as fait un tapis de runes. Et là, tes 72 vibrations divines, tu les tisses aussi, hein. Il y a un tissage. Alors, je ne sais pas si on le voit, par exemple, celui-ci. Voilà, j'essaie de le mettre à l'écran. Mais chaque vibration correspond à une onde de forme ou à un enchevêtrement. Je ne sais pas comment tu expliques. En fait, donc c'est de la gematria, hein, comme on appelle en Kabbale. C'est-à-dire que vous avez chaque puissance, enfin chaque vibration est déterminée par 3 lettres hébraïques. Et dans ces 3 lettres hébraïques, en fait, c'est ce qu'on appelle une sorte de réchette, une résille. C'est une manière de les rejoindre et de former le mot et de les tisser, si on peut dire, dans la roue de lettres hébraïques, les 22 lettres, hein, qui composent l'alphabet, ce fameux otio. Eh bien, on les rejoint et on les fait passer dans le +1, c'est-à-dire dans le mouvement. C'est-à-dire que à chaque fois, bah, par exemple, on va avoir, je ne sais pas moi, Aka qui est une des vibrations qui est composée de la première, de la 11e et de la première. Eh bien, on va faire un fil sur cette roue de lettres hébraïques. On va prendre la première lettre qu'on va relier à la 11e. La 11e, on va la relier à la première et on va faire tourner ça à chaque fois +1. Donc, ça va faire 2, 12, 12, 2, 3, 13, etc. Et vous allez avoir un dessin, une forme géométrique qui, si on la mettait en 3D, reflèterait vraiment quelque chose de la géométrie dans l'espace, tu vois. Et donc, c'est une manière, finalement, d'avoir aussi le son, ou en tout cas la vibration géométrique de cette puissance. Tout comme dans le livre, vous pouvez avoir accès grâce au QR code aussi à 72 vocalisations que j'ai faites de manière très simple, suivant une technique kabbalistique, mais pour que vous puissiez aussi entendre la vibration. La vibration, la géométrie, tout ça, ce sont des manières aussi
d'ouvrir, si on peut dire, la racine de ces vibrations. Et je ne l'ai pas fait dans ce livre-là, mais mon ami Georges, qui a fait une édition très, très pointue en Kabbale sur ces 72 vibrations, eh bien, lui, il met aussi ce qu'on appelle la guématria. C'est-à-dire que chaque racine a un poids très particulier, et ce poids, eh bien, donne d'autres mots. Donc, il y a des mots qui sont reliés ensemble par leur nombre. Et ça aussi, c'est intéressant. Par exemple, c'est comme ça aussi que moi, j'ai fait ma pratique alchimique. C'est-à-dire que je me suis aperçue, si on peut dire, que 78, donc le poids 78, quand on l'écrit avec des lettres hébraïques donc, qui ont aussi un poids de nombre, eh bien 78, c'est la maladie. Mais 78 aussi, si on le tourne autrement avec d'autres lettres, eh bien c'est le pardon. 78, c'est aussi le rêve. 78, c'est aussi le pain, c'est aussi le sel. Et donc, on se rend compte qu'une seule racine, comme 78, eh bien, tisse un lien subtil entre la maladie, le rêve, le vide, le pardon, le pain, le sel, et que tous ces mots ont une racine commune, tu vois, voilà. Ah là là, c'est absolument passionnant. Alors du coup, on pourrait faire un joli poème juste sur le 78. Comment tu nous conseilles d'aborder ce livre pour quelqu'un qui découvre un petit peu ton travail et qui... est-ce qu'on peut s'en servir comme d'un oracle, par exemple? On peut s'en servir comme d'un oracle. Regarder quelle est la page qui sort, par exemple, et voir, disons, moi j'ai eu Némim, l'immunité sacrée, c'est la 57e vibration. Eh bien, de se dire que voilà, c'est une vibration qui offre une perspective nouvelle et éclairante sur les réalités de la vie. Et je pourrais la travailler, voilà, par exemple, pour justement ancrer cette nouvelle perspective sur des réalités qui peut-être pour moi sont difficiles à accepter pour l'instant. Et donc, m'adjoindre, si je puis dire, ce souffle. Si j'ai envie, je peux le travailler au jour même. Hein. Le jour, par exemple, Némim, c'est une puissance qui teinte le 18 mai, le 1er août, mais aussi le 14 octobre. Donc, si vraiment je voulais le travailler là où la puissance, si tu veux, où la vibration est la plus forte, j'attendrai par exemple le 14 octobre pour faire un travail, un petit travail de rituel, une petite bougie, aller faire la vibration, donc parce que vous aurez la manière de la nommer, ou d'aller visualiser la petite Larésie pour essayer finalement d'entrer en méditation avec ça. Voilà, ça c'est une manière toute simple de travailler. On ne doit rien comprendre, rien savoir, pas savoir ce qui se trouve derrière et pas avoir de connaissances particulières. Maintenant, si vous voulez vraiment, vous pouvez aussi travailler avec votre date de naissance, puisque la date de naissance va se retrouver à certains moments dans les 72 vibrations. Et donc, vous pouvez aller voir quelles sont les vibrations de votre date de naissance, par exemple, et le jour de votre date de naissance, travailler les vibrations qui sont en écho avec votre heure de naissance, votre jour de naissance et votre date de naissance entière, quoi. Ouais, c'est passionnant, j'adore. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fort dans ce que tu proposes. C'est qu'on voit que tu es d'une grande érudition, tu connais beaucoup de choses et tu utilises des mots parfois compliqués, mais on va pas le dire. Mais par contre, ce que tu veux, c'est que voilà, qu'un maximum de gens puissent voilà, entrer en connexion avec ça, s'intéresser et surtout pratiquer, essayer, expérimenter. Ça, c'est quelque chose qui est important. Plutôt que de se remplir le cerveau et de rester assis dans son canapé, l'idée, c'est voilà, d'aller travailler, polir sa pierre, travailler, essayer des trucs dans son quotidien, parce que le but, c'est vraiment de transformer son quotidien. Alors, il y a une question de Santoré, justement, le fameux chemin du neuf. Il veut savoir si le mot amour a sa géométrie et son son. Ah oui, le mot amour, c'est have. Ah. Et ça a une géométrie que je ne dise pas de bêtises, je pense bien que c'est 13. Donc 13, c'est la même géométrie que le mot vérité, le mot amour. Et si je ne m'abuse, le mot unité, je pense. Et je pense, enfin voilà, vous m'avez prise un peu. Dépourvu à voir. Je pense que c'est amour, vérité et unité sont
les 3 mots qui valent 13. Et si on a 3 fois 13, ça fait 39. Et 39, c'est la guématria de la rosée. Ah, la fameuse rosée qu'on Des utilise, pareil, des alchimies. Et c'est incroyable parce que le chiffre 13, a priori, je sais pas, il a mauvaise réputation. Oh, 13, ce sont les trésors. Alors pourquoi est-ce que ça a tellement mauvaise réputation? Moi, je pense pas. Je pense que il y a beaucoup de choses qui ont des mauvaises réputations parce qu'on ne connaît pas leurs origines. C'est comme les runes, hein. C'est pas à toi que je dois le dire. Pendant tout un temps, les runes avaient si mauvaise réputation et c'est simplement parfois un détournement de la signification. Peut-être que c'est pour ça que j'utilise des mots aussi compliqués. C'est parce que j'aime bien utiliser des mots qui ont encore un son particulier et que je trouve que c'est parfois une des dérives actuellement, c'est qu'on a tendance à simplifier trop le langage et donc à nous couper de certaines manières de pouvoir exprimer notre pensée. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien jongler avec les mots et d'aller voir leur signification. Et c'est précieux, c'est le verbe créateur et effectivement quelque chose qui n'est pas dit, n'existe plus. Donc il y a plein de mots qui ont été effacés du dictionnaire, comme le matrimoine, comme la sororité. Ça a été effacé en conscience et sciemment. Il y a aussi la langue des oiseaux, c'est vrai, Harry qui nous rappelle ça sur le chat. Mais voilà, et donc la sorcière, elle a le pouvoir de l'incantation. Effectivement, chaque mot correspond à une réalité et pour bien la manifester, il faut savoir la nommer. Donc c'est très important, plutôt que de parler de trucs et de bidules, bah, du coup, ça fait des machins choses et on ne sait pas trop de quoi on parle. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, est-ce que tu aurais une petite anecdote magique à nous livrer, quelque chose où tu t'es dit, ah là, mon pouvoir de manifestation, vraiment, il est puissant, j'ai réussi un truc, voilà. Quelque chose une anecdote que tu livres assez facilement. On en a tous. Moi, par exemple, tu parlais de Mercure tout à l'heure. Eh bien, moi, un chien est entré dans ma vie. Il s'appelle Mercure. Et Oui. donc, c'est merveilleux parce qu'effectivement, c'est un dieu, une planète que j'aime beaucoup. Et ce chien, ça fait 8 ans qu'il s'appelle Mercure. Il est rentré dans ma vie l'année dernière. Donc, pour moi, c'est une manifestation. Est-ce que, bon, voilà, c'est un exemple. Oh, des anecdotes, j'en ai tellement. Des anecdotes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu quelque chose vraiment d'extraordinaire, ben, c'est comme ça, hein, c'est que c'est dans l'inattendu. Parce que Oui. quand on l'attend, bah, c'est pas aussi extraordinaire. Donc, il y a eu vraiment des choses qui se sont passées dans mon laboratoire, vraiment, qui sont, et si je devais le raconter, c'est vraiment très, très particulier. Et c'est quand même quelque chose qui, comment dire, on sent que c'est là, c'est palpable, que à partir du moment où on entre en relation avec le subtil, on dirait vraiment que le subtil n'attend que ça pour commencer à communiquer avec vous. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire, tu sais, on est des sorcières, mais j'aime pas tellement quand on commence à m'enfermer dans un sorcière ou une sourcière. Je Ouais. trouve que sorcière, c'est justement celle qui peut, si tu veux, comprendre le sort. Et en comprenant le sort, ben, elle fait ce qui doit être fait. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle fait ce qui doit être fait. Et c'est vrai que parfois, dans le laboratoire, eh bien, quand on laisse la porte ouverte à ce subtil qui a quelque chose à nous donner, eh bien, ou à communiquer avec nous, eh bien, il y a vraiment une porte incroyablement magique qui s'ouvre. Et c'est pour ça que parfois, les gens, quand ils viennent à mes cours et qu'ils me disent pour mes cours de runes, ils doivent te dire ça aussi à toi, puisque tu donnes aussi des superbes cours de runes. Eh bien, ils me disent à chaque fois, mais moi, je suis ici pour apprendre la magie et la magie que me donnent les runes. Et alors, à ce moment-là, je leur dis, mais vous vous rendez compte que vous avez avec les runes une vieille dame qui a accès à une connaissance inouïe. Elle a plein de choses à vous raconter. Et vous, ce que vous dites, c'est, toi, la vieille, viens faire quelque chose pour moi. Je dis, c'est pas comme ça qu'on entre en relation. Et je pense que
c'est quelque chose que j'aime dire. Si on entre en relation, que ce soit avec les vibrations, que ce soit avec les runes, que ce soit avec la matière, qu'on finit par écouter, par exemple, ce que les rêves de l'âme végétale ont à nous dire, eh bien, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses magiques qui se mettent en route, tu vois. C'est un échange, comme dit Harry Cover aussi sur le Mmh. chat, effectivement. C'est une ouverture et puis après un échange. Et C'est donc, ça. du coup, dans tes pratiques magiques, tu fais des rituels, tu allumes des bougies. Est-ce que tu as des rendez-vous? Est-ce que tu travailles avec la lune? Est-ce que c'est au quotidien ou est-ce que tu te prends des rendez-vous avec toi-même? Comment C'est au tu… quotidien, c'est quand ça m'inspire, que tout d'un coup, ben voilà, il y a une plante qui va m'appeler dehors et que je vais travailler. Un parfum qui m'inspire et qui est passé au cours de la nuit. Donc c'est du quotidien, c'est vraiment du quotidien. Et ça, je le dis aussi très souvent euh, aux gens qui viennent à mes cours et qui parfois peut-être, c'est vrai que peut-être je peux être impressionnante avec les mots que j'emploie et avec peut-être le bagage que j'ai, mais ce que je tiens à dire, c'est que je travaille tous les jours. Je n'ai pas de poudre de fée. C'est du Mmh. travail et de la discipline. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Hein. Moi, la pensée où on fait, tout d'un coup, on se met, on canalise et puis on a l'information comme ça. Je pense que c'est pas tout le monde, mais tout le monde peut travailler et tisser une relation et qui va faire que la connaissance petit à petit va s'ouvrir à vous. Dès que ça vient du cœur. Alors du coup, tu nous as pas dit comment tu es arrivée dans la magie. Est-ce que tu es tombée dans le chaudron quand tu étais petite? Ou est-ce que tu as eu une rencontre, un appel, un rêve prémonitoire? Qu'est-ce qui a été le déclencheur chez toi? Alors, quand j'étais petite, mais ça, c'est en général, enfin, je pense que tout le monde a ce genre, enfin, beaucoup de gens ont ça. Bon, quand j'étais très petite, je vivais au Canada et j'étais très malade. Donc, l'hôpital m'a renvoyée chez moi en disant à ma mère, il n'y a plus qu'à prier. Et ma mère a été voir une femme amérindienne, enfin, une femme médecine amérindienne qui a dit, allez de votre côté, moi, je vais faire quelque chose du mien. Et le lendemain, ma mère me racontait toujours que je n'avais plus rien. J'étais guérie. Alors ça m'a toujours, tu vois, je me suis dit, Ah ouais. tiens, peut-être que j'ai fait un petit voyage à ce moment-là. J'étais toute petite, mais bon, voilà. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que jusqu'à l'âge de 5 ans, je voyais vraiment très très fort. Je voyais plein de gens qui n'étaient pas supposés être là et qui étaient là. Mmh. Après ça, ben, j'ai fait des études très cartésiennes, moi. Hein. Tu sais, Mmh. j'ai fait des latins grecs, je me suis plongée dans la mythologie, j'ai traduit, c'est vrai que j'ai traduit Homère dans le texte et le reste. Donc, après ça, mon père m'a dit qu'est-ce que tu vas faire? T'es pas assez intelligente pour faire médecin, donc il va falloir que tu fasses avocat. Donc, je me suis tapé 5 ans de droit et 2 ans de droit fiscal, mais le droit mène à tout à condition d'en sortir, bien entendu. Mais toujours est-il que, au bout d'un temps, ben, j'avais dans mes fonctions très cartésiennes et très, comment dire, bien en vue, je suis tombée malade. Et quand je Ah, suis tombée malade, j'ai commencé à lire des livres un peu particuliers comme Greg Braden, Marcher entre les mondes, et puis La vie des maîtres. Et puis à un moment donné, j'ai vu dans ma salle de bain, pendant que je prenais un bain, un maître qui descendait pendant que j'étais en train de prendre mon bain. Donc à ce moment-là, comme je pensais que je commençais à devenir folle, parce que j'osais plus aller aux toilettes pendant la nuit, je collais mon mari en lui disant réveille-toi, je vais aux toilettes, parce que je suis une trouillarde de nez, moi. Donc c'était un peu tout ça, et puis je me suis rendu compte que voilà, ben c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai voulu comprendre tout ça, mmh. et puis comme je suis une grande rêveuse et que j'ai pu faire confiance à écouter les rêves et ce que le rêve de l'âme végétale avait à me raconter, eh bien, j'ai pu ouvrir certaines portes. Ils sont venus te chercher finalement, tu as pas pu continuer à faire semblant d'être une humaine normale. La sorcière s'est révélée et pour notre plus grand bonheur.
Du coup, tu as écrit plein de livres, tu transmets plein de choses, tu fais des cours, des conférences, tu n'arrêtes pas. On te retrouve où? Sur ton site internet, Nathalie Limoges? Sur mon site internet, c'est www.roséor.net. Roséor.net, voilà. Mais sinon, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook ou mon compte Instagram. Ce sont 2 pages qui sont publiques et j'y publie beaucoup d'informations. Donc voilà. Très sympa. Écoute, je remonte ton tout dernier livre. C'est le numéro combien? Tu les as comptés ou pas? Toi qui Je aimes les ai les chiffres, pas comptés. tu as compté? Tu comptes plus? Quand on aime, on ne compte pas. C'est ça, exactement. Les 72 vibrations divines. Chez le Lotus et l'éléphant, libérez votre potentiel spirituel et créez votre destinée, tout simplement. Hein, donc, si vous êtes perdu, vous savez pas où aller, que c'est un peu compliqué, etc., allez-y, rencontrez ces vibrations divines. C'est absolument renversant et je pense que effectivement, ça ne s'adresse pas forcément au mental parce que ça peut être complexe. Mais par contre, quand on lit, quand on comprend le truc, il se passe des choses. Voilà, ça c'est clairement, quand on entend, voilà, c'est super. Merci infiniment, Nathalie, d'être venue nous parler de ton travail, de tout ce que tu fais. Et continue surtout à nous faire rêver, à nous raconter des belles histoires parce que ça nourrit notre âme. Hein. C'est très, très beau. En tout cas, 1000 merci, chère Julie, de m'avoir invitée. C'était vraiment un vrai plaisir. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous. Salut. Merci encore à toutes et à tous d'avoir assisté à ce live. Je vous ai pas menti, hein, Nathalie est absolument incroyable. Donc j'espère que vous avez apprécié sa vibe de sorcière, d'alchimiste, de magicienne, de runologue, de tout ça. Allez voir ses bouquins, allez voir son site. C'est vraiment très riche d'enseignements. C'est fait avec le cœur et avec tellement de poésie et de magie qu'on ne peut qu'être sous le charme. Je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des cœurs, activer la cloche. Enfin voilà, vous savez quoi faire pour que tout le monde puisse profiter de ces enseignements. C'est important, le partage. Vous avez aussi votre rôle à jouer à cet endroit-là. Je compte sur vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.